Alors, je vais vous montrer donc une autre exposition dont Duchamp a été un petit peu le commissaire d'exposition dans un certain sens et où il s'est occupé à nouveau de la scénographie et qui est aussi une étape un petit peu importante pour l'histoire des expositions. Et là, ça sera donc, on est en 1942 pour l'exposition du surréalisme à New York et où Duchamp propose cette installation-ci avec sorte d'étoile d'araignée géante qui rend l'accès aux œuvres assez complexe. Et donc en fait, on pouvait un petit peu, forcément le public il se retrouvait face à cette sorte de labyrinthe d'obstacles pour pouvoir accéder aux œuvres. Et on a eu différentes réactions à l'époque de ce type-ci. Et donc, par exemple, selon Elsa Schiaparelli, les fils dirigent les regards vers certains tableaux en fonction des guides. Selon Jewell, en revanche, il constate que les fils bloquent l'accès aux œuvres et il arrête donc en fonction des barrières. Enfin, pour Harriet and Sid Janis, il s'agirait finalement d'une métaphore pour les difficultés de regarder et comprendre l'art actuel. Évidemment, toutes ces interprétations sont possibles dans la lecture de cette mise en place de Marcel Duchamp. Est-ce qu'effectivement, c'est une façon pour pouvoir conduire les regards vers les œuvres? Est-ce que finalement, c'est une façon de les relier, justement, de faire des associations entre une œuvre entre elles en suivant les fils, un petit peu comme si on suivait les fils d'un discours? Est-ce que c'est pour rendre la difficulté, l'inaccessibilité? Est-ce que justement des œuvres d'art contemporaines qui pour l'époque étaient difficiles d'accès pour le public, est-ce que c'est une métaphore de cela? Est-ce que c'était pour faire vivre une sensation comme il l'a fait dans l'exposition précédente au spectateur qui vit l'exposition avec son propre corps et pas seulement avec ses yeux? Donc tout ça, ce sont des interprétations possibles. Alors, le fait est qu'on a, avec cette sorte d'intervention, quelque chose qui s'inscrit vraiment dans l'installation, d'accord? Donc, on a vu un petit peu un passage, on peut tracer une histoire, comme on a tracé un petit peu l'histoire de l'abstraction, on peut tracer la même histoire à travers l'utilisation du collage, de l'assemblage des objets et ensuite de l'installation. Alors, si on prend par exemple la définition donnée par Michael Archer, je trouve assez juste. Il nous dit qu'est-ce que c'est une installation? C'est un type de création artistique qui rejette la concentration sur un objet exclusif pour mieux considérer les relations entre plusieurs éléments ou l'interaction entre les choses et leur contexte. Donc, Michael Archer ici il nous dit qu'il s'agit finalement de quelque chose qui empêche de se concentrer. Par exemple, il y a une exposition, il y a une sculpture, il y a un tableau qui est exposé et donc notre attention va se concentrer sur cet objet-là. Non, l'installation va faire nous considérer des liens. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe avec les fils de Duchamp, les relations entre plusieurs éléments et l'interaction des choses et leur contexte. Donc, le contexte, par exemple, dans lequel ils sont exposés, les contextes dans lesquels elles proviennent, les contextes auxquels elles font référence. Et par exemple, il peut s'agir, si aujourd'hui on regarde un espace de galerie, c'est souvent des espaces qui sont des white cubes, des espaces assez neutres. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas interagir avec ces contextes, d'ailleurs certains artistes l'ont fait. Mais par rapport à des contextes qui seraient plus spécifiques, plus c'est un peu comme l'histoire finalement de l'urinoir qui est introduit dans les musées. Le musée, du coup, il a les valeurs de l'institution qui valide l'œuvre d'art, d'accord? Et donc, on peut aussi se demander si finalement, même si c'est un simple objet, si ce fonctionnement n'est pas un fonctionnement qui révèle quand même d'un début d'installation, d'accord? J'espère avoir été clair. Ok, on va terminer notre cours sur le surréalisme en nous concentrant enfin sur ces deux artistes dont je vais parler au tout début, donc René Magritte et Salvador Dali. Alors René Magritte, c'est un peintre artiste belge qui est né en 1898 et qui meurt en 1967. Alors cet artiste qui vit une vie plutôt paisible, on va dire, et est l'un des artistes phares du surréalisme pour plusieurs aspects, et il décrit très bien sa démarche. Il a d'ailleurs écrit plusieurs textes. Ici, il nous dit ce qui l'intéresse, il dit la création d'objets nouveaux, la transformation d'objets connus, les changements de matière pour certains objets, l'utilisation des mots associés à des images, le détournement d'une image, la mise en œuvre d'idées suggérées par des amis,
l'utilisation de certaines visions du demi-sommeil ou des rêves. En gros, ce sont les moyens que j'ai utilisés pour forcer les objets à devenir enfin sensationnels. Donc, on a chez lui tout un parcours comme ça, des descriptions de sa démarche où il nous explique ce qui l'intéresse, transformation de l'objet, changement de matière, donc ça on en a déjà un petit peu parlé. Quelque chose qui est typique de René Magritte, c'est l'association des mots aux images, comme nous l'avons vu au tout début du cours sur la fameuse pipe qu'on va regarder plus en détail. Le détournement d'image, on va voir ce qu'il veut dire par là. Les mises en œuvre d'idées suggérées par des amis, ça c'était aussi quelque chose que Marcel Duchamp pratiquait, le fait de se détacher finalement de la paternité des idées aussi, ou de la paternité de l'œuvre. D'accord? Alors ici vous voyez un portrait de l'artiste. Alors par rapport à sa biographie, je ne vais pas vous raconter beaucoup, je vais juste vous dire un petit aspect qui me semble quand même un petit peu important, c'est que il a donc perdu sa maman quand il était relativement jeune et ils ont retrouvé sa mère donc noyée avec un drap, avec sa tête enveloppée dans un drap. Et donc c'est une thématique qui reviendra assez systématiquement dans son travail et la thématique de la mort en général. Ah oui, et puis évidemment, excusez-moi, je fais une petite parenthèse par en arrière, évidemment il nous parle aussi des demi-sommeil et rêves, donc on l'a dit, c'est une thématique typique du surréalisme. Alors, pour revenir à l'histoire de sa mère, on retrouve dans ces tableaux assez souvent des représentations de ce type-là. Donc là, par exemple, en plus les titres sont très importants dans son travail, dont les rapports aux mots et aux images. Ici, il nous dit l'invention de la vie, 1928. Et on a cette figure féminine avec à côté cette autre figure enveloppée dans un drap. Alors, je souligne le fait que ces draps, ce n'est pas si différent finalement comme démarche de celle que Man Ray avait fait avec ses objets. Donc, ça permet justement de s'interroger par rapport à ce qui se trouve en dessous. Quand on voit cette figure ici à côté, on s'imagine qu'il s'agit d'un être humain qui est enveloppé par un drap. Mais en fait, on n'en sait rien. Ça pourrait être toute autre chose. Et d'ailleurs, celle-ci non plus, c'est pas un être humain, puisque c'est une représentation. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on observe le travail de René Magritte. Alors ici, évidemment, c'est plusieurs représentations qu'il réalise. D'ailleurs, cette idée de drap et de visage enveloppé, c'est quelque chose qui sera reprise par Salvador Dali aussi. Et il y a évidemment cette référence à la mort qui est assez présente et toujours avec un petit peu cette représentation-ci. Un autre exemple assez explicite aussi, on retrouve cette figure qui en plus se tient la gorge comme ça et qui est représentée avec un instrument de musique, une valise. Et il nous dit, donc ce tableau de 1928 qu'il appelle l'histoire centrale. Donc, automatiquement, une fois que je vous ai raconté cet épisode de sa biographie, on ne peut que le mettre en relation par rapport à ça. Je vous en montre un dernier, donc image qui a beaucoup circulé pendant la pandémie parce que forcément c'était des images des visages cachés, enveloppés, etc. Donc c'est les amants. Et donc là, il s'agit d'un homme ou une femme qui sont empêchés finalement dans leur acte amoureux, dans l'effet de s'embrasser. Donc à nouveau, on vient sur cette idée de frustration par rapport au désir. Évidemment, c'est toutes les théories freudiennes, elles rentrent vraiment dans la démarche de ces artistes. L'idée de castration, frustration, empêchement du désir, etc. par rapport au féminin, au masculin, etc. Et ici, c'est pareil, dans le sens que finalement, il y a ces baisers, mais ces baisers qui est empêché par ces draps. Et finalement, ce sont ces deux personnes dont ils ne peuvent même pas se voir mutuellement, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui a quand même un aspect encore assez violent. Alors, comme vous l'avez déjà remarqué dans ces tableaux que je viens de vous montrer, le travail de René Magritte au niveau des peintures, c'est un travail figuratif qui est plutôt de type assez classique figuratif, d'accord? Mais il faut considérer que sa peinture, globalement, sauf quelques exceptions, elle n'a pas une recherche très esthétisante, comme vous le voyez dans ces trois tableaux, dans le sens où c'est une peinture qui se veut relativement neutre. Elle n'est pas là pour nous faire plaisir à l'œil. En tout cas, ce n'est pas le but premier. La recherche de Magritte, c'est plutôt une recherche qui veut mettre en avant l'aspect conceptuel des idées, du message qu'il veut un petit peu transposer. Alors, une autre opération qu'il fait, qui est un petit peu drôle aussi, si on veut, et on retrouve à nouveau la thématique de la mort, cette idée de détournement de l'image, et aussi qu'on peut un petit peu appeler comme un ancêtre de la citation. Donc on parlera beaucoup des citations dans ce qui est le postmodernisme.
Et c'est-à-dire, il va prendre des tableaux comme celui-ci, des tableaux assez classiques. Ici, c'est Jacques-Louis David, Madame Récamier. Donc, un tableau où on voit cette dame habillée en style néoclassique avec ses robes qui étaient à l'époque sur aussi cet mobilier de style néoclassique qu'il va reproposer dans sa version, désolée parce que l'image que je trouvais c'est pas de très très bonne qualité, où il remplace la femme par un cercueil. Donc, au début peut-être, moi en tout cas quand je l'ai vu ça m'a fait un petit peu marrer. Donc on a cet remplacement qui fait aussi citation au tableau néoclassique. Est-ce qu'il nous parle finalement évidemment c'est un discours qui est lié à la mort, est-ce que c'est la mort finalement de l'académisme, la mort de l'histoire de l'art, la mort de la peinture, à quoi fait-il référence? Est-ce qu'il fait référence aussi à nouveau à cette figure de la femme, du désir, de la mort? Donc il y a plusieurs thématiques qui reviennent systématiquement, mais comme vous voyez, ce jeu il est possible aussi à travers l'utilisation d'une peinture qui est quand même assez figurative, assez traditionnelle dans son usage. Alors, dans des tableaux assez célèbres comme celui-ci, donc il y en a une des versions qui se trouve à Bruxelles, là on a un côté un petit peu plus esthétisant à mon avis, et on observe donc un paysage qui, à un premier regard, souvent on peut trouver plaisant et on ne saisit pas tout de suite qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, on va dire, chez Marguerite. Et en fait, lorsqu'on s'épanche un petit peu davantage, on se rend compte qu'il y a une incohérence entre la lumière et le soleil, la partie haute du tableau, où on voit donc un ciel avec un éclairage diurne, et la partie basse du tableau qui est éclairée comme si c'était la nuit avec cette lumière artificielle. Et donc, il appelle l'Empire de Lumière. Donc, c'est des tableaux, c'est celui-ci assez tardif, on est en 1954. Où donc, on voit cette rencontre de ces deux temporalités différentes, deux mondes différents. Désolée. Et donc ici, il y a peut-être un côté un petit peu plus esthétisant. Après, j'ai envie de faire une parenthèse. Lorsqu'on habite en Belgique, on se rend compte que parfois, on est face à un éclairage, un type de lumière qui est vraiment très très particulier et très spécifique par rapport à la Belgique, d'accord? C'est vraiment quelque chose de très très particulier. Alors, ensuite, je vais vous montrer ce tableau pour vous faire un exemple de ce qu'on appelle un discours métapictural chez lui. Alors, lorsqu'on nous parle de métapictural, on fait référence à la peinture de la peinture, sorte de mise en abîme. Excusez-moi. Donc ici, vous le voyez très bien, il y a un tableau dans le tableau. D'accord? Donc c'est la peinture qui se réfère à elle-même. Et ce n'est pas le premier artiste qui s'occupe de ça. Il y a plein d'exemples dans l'histoire de l'art qui s'occupent d'un discours métapictural. Mais chez lui, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et ici, la première question que je vous pose, c'est est-ce qu'il s'agit d'un tableau? On voit bien qu'il est sur un trépied, mais est-ce qu'on le voit à travers? Est-ce que c'est quelque chose qui est peint? Alors, on se rend compte tout de suite que ça ne peut pas être juste un cadre vide, puisqu'on ne voit pas le reste du trépied qui devrait être derrière. Et on voit en plus les reflets des flammes sur cette tuba. D'accord? Et donc, on voit que le paysage se poursuit dans la toile et le premier réflexe pourrait être de se dire, oui, bien sûr, les tableaux représentent la continuité du paysage qu'on voit à l'arrière-plan. Sauf que déjà, on a un petit souci, on voit le reflet des flammes. Donc, normalement, une peinture sur une surface plutôt mate, on n'est pas censé vraiment voir les reflets des flammes sur une peinture. D'accord? Ensuite, on pourrait se demander du coup, est-ce qu'il s'agit d'un miroir? Est-ce qu'on a les mêmes paysages qui se trouvent de notre côté du spectateur, face à nous? Et que donc, ces miroirs ils reflètent donc, la partie des flammes et ce qui se trouve face à nous. Enfin, ça nous semble quand même un petit peu improbable qu'on soit sur une sorte d'île où tout était pareil. Alors, en fait, à travers ce genre de discours, René Magritte, il interroge vraiment notre façon de percevoir les images, notre façon d'interroger aussi la peinture. Qu'est-ce que c'est la peinture? La peinture, ce n'est qu'une représentation, ce n'est pas la réalité. On ne sait absolument pas si derrière ce tableau, on a donc le même paysage, il pourrait y avoir un bateau, il pourrait y avoir autre chose que nous ne voyons pas représenté ici, pour vous faire un exemple.